LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Emma Chalani, donc, qui est docteur en neurosciences cognitives, spécialisée en sommeil, et notamment, vous vous en doutez, en gestion de la fatigue, mais aussi du stress. Et elle a développé une expertise à travers également des interventions en milieu scolaire, notamment en école primaire avec le projet des S'aventuriers, ainsi qu'au collège avec F93 pour des cours sur le sommeil. Son intervention ici portera sur l'impact du sommeil sur la santé mentale et l'apprentissage des élèves, en abordant les conséquences du manque de sommeil, les habitudes de sommeil des jeunes, donc des enfants et des adolescents, et enfin et presque surtout les bonnes pratiques pour favoriser un repos de qualité. Donc je te laisse la parole Emma et on est vraiment ravis de t'accueillir et je te laisse partager ton intervention et tout. Ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Donc effectivement, je vais parler du sommeil des enfants et des adolescents et je vais essayer de vous exposer les enjeux et de vous donner des conseils pratiques à mettre en place, donc soit pour les professeurs ou pour les parents directement. Donc d'abord, le sommeil, c'est vraiment une fonction qui est vitale. On va passer un tiers de nos vies à dormir, mais on va voir que c'est pas toujours le cas et on va voir pourquoi. Donc c'est une fonction qui est absolument vitale pour le fonctionnement de notre corps. Pas pendant une certaine période, on va avoir de gros problèmes sur le corps, en tout cas des problématiques fatales. Et si on fait un petit zoom sur le sommeil des jeunes, on va avoir un paradoxe qu'on va retrouver aussi à l'âge adulte, hein, mais c'est qu'on va avoir une difficulté au réveil, donc une difficulté à sortir du sommeil, mais pourtant on va aussi avoir une difficulté d'endormissement et donc on va avoir une réduction du temps de sommeil, notamment qu'on va retrouver chez les adolescents. C'est là où on va avoir ce pic de problématiques. Et c'est pour ça qu'on va retrouver que 41% des adolescents en France, donc ça c'est une étude qui vient de sortir
qui a été menée sur un grand groupe d'adolescents, qui montre que 41% des adolescents dorment moins de 7 heures par nuit, alors qu'ils ont besoin de 9 heures. Donc là, on parle d'une nuit de sommeil qui est perdue toutes les 5 nuits. Donc c'est vraiment énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut améliorer ces choses. Donc j'ai prévu une présentation qui est en 3 parties. D'abord avec une exposition des mécanismes et des fonctions du sommeil. Ensuite, on va parler des éléments qui perturbent le sommeil et enfin, voir des conseils pratiques sur comment améliorer le sommeil des enfants et des adolescents. Est-ce qu'il y a des retours? C'est mieux? Oui, c'est mieux. Des retours qui Ok, suivent. Merci beaucoup, Emma. super. Alors, la première chose que je voulais vous présenter, c'est un état des lieux de l'horloge biologique qu'on va avoir, donc de ce qui se passe dans une journée classique, en 30 heures. Donc, au début de la journée, on va se réveiller, on va avoir la fin de la sécrétion de la mélatonine, que vous devez connaître sûrement, c'est l'hormone du sommeil. Et une hormone qu'on connaît un peu moins, c'est l'adénosine. C'est une hormone qui s'accumule tout au long de la journée et qui va faire qu'à la fin de la journée, en fait, on va avoir l'apparition de l'envie de dormir. Donc, c'est l'hormone du sommeil aussi, étant donné qu'elle s'accumule toute la journée. Après 1 heure de réveil environ, on va avoir toutes les fonctions du corps qui reprennent, notamment on va retrouver la faim, retrouver la digestion, et on va retrouver plein de fonctions qui nous permettent de vivre une journée normale. La vigilance va continuer à augmenter jusqu'à 10 heures du matin. Et là, on va avoir le pic de vigilance matinale, qui n'est pas le pic de vigilance de la journée, mais qui est le pic de vigilance de notre matinée. La vigilance va continuer à descendre et on va se retrouver avec un creux de vigilance autour de 14 heures, et ce, qu'on ait mangé ou non. Ce n'est pas directement lié à la digestion, mais par contre, si ce phénomène est là, c'est bien sûr parce qu'on est habitué à manger autour de midi, et donc du coup qu'on va avoir le sang qui va se concentrer plutôt autour de l'intestin pour la digestion, et qui va amener une baisse de vigilance, et c'est aussi pour ça que c'est plus facile de faire des siestes à ce moment-là. Par suite, on va retrouver du coup une remontée de la vigilance qui va être effectuée jusqu'à 20 heures, 19-20 heures, et c'est là où on va retrouver le pic de vigilance. Et ensuite, on a la vigilance qui va redescendre avec l'absence normalement de lumière naturelle euh, qui va favoriser la sécrétion de l'hormone du sommeil et qui va permettre l'apparition de l'envie de dormir et de permettre d'aller nous coucher. Donc ça, cette horloge biologique, elle va euh, réguler nos cycles de veille et de sommeil. Mais comment est régulé ce phénomène? Eh ben, le phénomène du veille-sommeil, il va être régulé par 3 processus principaux. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le processus homéostatique, ou on trouve aussi sous le nom du processus sleep, qui est en fait l'accumulation de pression de sommeil qu'on va avoir tout au long de la journée et qui va apparaître après du coup, une période d'éveil qui est allongée, mais aussi quand la quantité de sommeil était insuffisante sur la période de sommeil d'avant, on va avoir la pression du sommeil qui s'accumule plus vite. Et si on a un sommeil de mauvaise qualité sur la période de sommeil qui précède la période d'éveil, on va aussi avoir une accumulation de pression d'éveil qui est plus rapide. Donc en général, il faut 17 heures d'éveil pour pouvoir avoir une pression de sommeil suffisante, dans le cas où, bien sûr, on n'a pas eu un sommeil perturbé la nuit. Il y a un deuxième processus qui est le processus circadien. Et donc là, c'est dépendant de l'heure de la journée et dépendant aussi de nos habitudes de sommeil, mais principalement de l'heure de la journée. Et on va avoir le processus circadien qui va contrôler notre propension à aller dormir avec une propension maximale entre 1 et 5 heures du matin. C'est des heures où c'est très très dur de rester éveillé. Et à un moindre degré, comme on l'a dit, avec le creux postprandial, donc à 14 heures, entre 14 heures et 16 heures. Et un dernier processus qui va réguler notre régulation de cycle veille-sommeil, c'est la régulation photique, donc avec la lumière. Et ça va agir de 2 manières. On va avoir une régulation qui est indirecte, c'est-à-dire que la lumière, elle va permettre de recaler l'horloge biologique constamment. Donc c'est pour ça que quand on part dans un pays étranger et qu'il y a un décalage horaire, eh ben, on va pouvoir se recaler grâce à la lumière naturelle. Et va avoir un effet qui est direct, où là, l'exposition à la lumière va directement modifier notre propension à l'étendue. Donc, ces processus qui viennent réguler le cycle veille-sommeil, ils expliquent bien pourquoi on est fatigué à un certain moment, mais ils n'expliquent pas vraiment comment on peut perturber les systèmes d'éveil et de sommeil avec des perturbations extérieures. Donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième modèle que je vous les explique
que je voulais vous exposer, c'est le modèle flip-flop switch. Donc là, l'idée, c'est de voir le sommeil comme un interrupteur qui peut être sur deux niveaux, donc soit sur on et soit sur off. Et ça va être régulé. Là, je simplifie énormément parce que les processus d'éveil et de sommeil sont très complexes. Il y a une dizaine de voies cérébrales qui viennent interagir dedans, mais on va essayer de faire au plus simple. En gros, on va avoir des neurones qui vont être activateurs d'éveil, qui vont principalement être situés dans l'hypothalamus, dans le tronc cérébral, et qui vont, en fonction de leur activation, venir pencher dans la balance pour soit mettre l'interrupteur sur on, soit l'interrupteur sur off. Et on va avoir des neurones activateurs de sommeil, cette fois-ci, qui vont avoir l'effet inverse et qui vont faire pencher la balance soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces systèmes, ils sont mutuellement exclusifs. Ils vont s'inhiber. Quand les neurones d'éveil sont activés, ils vont inhiber les neurones du sommeil et vice-versa. Mais il n'y a pas que notre corps qui peut interagir, bien sûr, avec ces neurones, il y a l'environnement aussi. Et donc, on va avoir, je vais peut-être souvent dire qu'il y a des choses qui sont éveillantes ou qui sont activantes ou qui sont cognitivement, qui augmentent la vigilance. Et ben en fait, ça va être plein de systèmes extérieurs qui vont venir activer notre système d'éveil. Et donc ça, c'est par exemple quand on a une activité émotionnelle, je sais pas, on est en train de parler à quelqu'un sur son téléphone et du coup, ça nous déclenche des activités émotionnelles, et ben ça va être activateur des neurones de l'éveil. Si on fait de l'activité physique ou une activité qui nous stimule, et ben ça, on va activer les neurones de l'éveil. Donc, ce qui va être stimulant va venir activer les neurones de l'éveil. Il y a d'autres systèmes qui viennent cette fois-ci, enfin d'autres phénomènes qui viennent activer les neurones de l'endormissement, du sommeil. Et ça va être justement tout ce qui est pression du sommeil. Donc le temps qui passe fait qu'on va activer ces neurones du sommeil et on va aussi également retrouver l'heure qu'il est, donc, le moment de la journée qu'il est, ça va activer nos neurones du sommeil. Mais il y a des neurones, des phénomènes extérieurs qui vont venir inhiber les neurones du sommeil. Et ça, c'est par exemple le café. La caféine, en fait, la caféine est stimulant, hein. Enfin, la caféine, ça va venir comme un inhibiteur de l'adénosine. Donc l'adénosine, rappelez-vous, c'est l'hormone qui s'accumule tout au long de la journée et qui crée la fatigue. La caféine, ça va venir inhiber ces neurones et donc du coup, inhiber les systèmes de sommeil. C'est pour ça que le café et la caféine va venir perturber le sommeil. Et ça va être le même phénomène avec la lumière bleue, mais on verra un peu plus tard. Donc ça, je voulais vous exposer ça et bien faire comprendre, c'est que vous allez voir que l'extérieur a un rôle sur nos systèmes d'éveil et de sommeil et va venir perturber nos cycles naturels de pression de sommeil qui devraient s'accumuler logiquement tout au long de la journée. Le sommeil, c'est pas un état qui est unique. Vous avez sûrement dû entendre parler des cycles du sommeil et effectivement, on va dormir sous forme de cycles. C'est des cycles qui durent entre 90 et 120 minutes en fonction des personnes et en fonction de la vie. Chez les enfants et les adolescents, les cycles sont en général un peu plus longs. Et du coup, on va avoir plusieurs types de sommeil avec plusieurs types de fonctions. Si on prend du coup l'endormissement, au début, on va avoir une transition entre l'éveil et le sommeil. Et ensuite, on va commencer par faire du sommeil lent léger et du sommeil profond. Donc, généralement, on appelle ça sommeil lent. C'est à peu près les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc, on rassemble ces deux stades du sommeil lent. Donc, moi, quand je parlerai de sommeil lent ou de sommeil paradoxal. Donc, le sommeil lent, c'est plutôt un sommeil dans lequel on va restaurer les fonctions vitales du corps. Donc, c'est là où on élimine les déchets dans les neurones qui s'accumulent tout au long de la journée. C'est là où on va réparer le corps, où il va y avoir l'hormone de croissance. Donc, vraiment plutôt une fonction de réparer le corps qui subit pendant la journée. Il y a un autre sommeil qui est le sommeil paradoxal. Donc, c'est un sommeil qu'on appelle paradoxal parce que si on regarde l'activité cérébrale, elle est assez intense et elle ressemble à celle de l'éveil. Par contre, c'est un stade de sommeil dans lequel il est difficile de se réveiller. Et en plus de ça, ce sommeil paradoxal, il y a une caractéristique. Si on regarde les yeux de quelqu'un qui est en train de dormir dans ce stade de sommeil, on va observer des mouvements rapides sous ses paupières. Et c'est pour ça qu'en anglais, on va trouver REM sleep pour rapid eye. Donc, c'est un sommeil dans lequel on a une activité cognitive qui est intense. Et c'est notamment dans ce sommeil-là qu'on va observer les rêves, enfin, qu'on va observer en tout cas les récits de rêves qui sont les plus épiques avec des histoires fabuleuses qui peuvent nous arriver. Donc, c'est dans ce stade de sommeil-là. Et en fait, si on regarde la nuit, donc on va trouver les cycles qui arrivent. On va avoir plusieurs cycles pendant la nuit.
Et si vous regardez bien cette figure, on va voir que les différents types de sommeil, donc on va avoir le sommeil lent qui est plutôt en bleu et le sommeil paradoxal qui est ici en violet, ben on va voir que la quantité pendant la nuit de différents stades de sommeil, elle va être différente. Donc on va avoir une inversion. Au début de la nuit, on va faire très peu de sommeil paradoxal et beaucoup de sommeil lent. Donc c'est le corps qui se restaure. Et au fur et à mesure de la nuit, on va faire de moins en moins de sommeil lent pour pouvoir faire de plus en plus de sommeil paradoxal. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on coupe la nuit à 5 heures et qu'on dort que 5 heures, effectivement, on va avoir fait une bonne quantité de sommeil lent et bien réparé son corps, mais on va avoir fait pas du tout assez de sommeil paradoxal. Et ça, c'est problématique parce que le sommeil paradoxal, c'est plutôt associé avec des fonctions de restauration émotionnelle. Donc, c'est là où on digère les émotions et aussi c'est là où on devient créatif. Donc, c'est une partie hyper importante de la personnalité qui peut être modifiée à partir de certaines heures de privation de sommeil. Voilà pour les mécanismes du sommeil. Maintenant, on va passer aux fonctions du sommeil. Elles sont nombreuses, bien sûr. D'abord, sur le corps, donc, le sommeil il a une fonction de croissance. C'est pendant le sommeil qu'on va stimuler de qu'on va sécréter l'hormone de sommeil de croissance et donc favoriser l'augmentation de toutes les fonctions corporelles. Elle va aussi, pendant le sommeil, renforcer son système immunitaire. Donc, un mauvais sommeil, c'est plus de maladies. Et la dernière chose auquel on pense un peu moins, c'est que le sommeil est aussi impliqué dans la régulation de l'appétit. Donc, notamment via la régulation des hormones qui vont être générées pour réguler l'appétit. Et en plus de ça, on va, quand on est fatigué, avoir plus envie de sucre et de gras, d'aliments qui sont hautement énergétiques parce que le corps, bah, il a besoin de fuel. Et du coup, bah, s'il n'en a pas, il va aller chercher des aliments qui sont hautement énergétiques. Sur la cognition, on va observer un rôle très important du sommeil dans la mémoire. Il y a plein d'études qui montrent que mieux après un sommeil et une sieste. Et donc, si on perturbe la mémoire, on perturbe l'apprentissage. Si on perturbe le sommeil, pardon, on perturbe l'apprentissage. Et tout ce qui est concentration et attention, on va forcément avoir des baisses de performance quand on a un manque de sommeil. Et la dernière chose qui est importante, c'est sur la santé mentale. Comme je le disais, le sommeil, c'est hyper important pour la régulation des émotions. Et donc, quand on est en privation de sommeil, on va avoir des problématiques pour gérer le stress, les peurs, les frustrations. Et on peut avoir des réactions émotionnelles qui sont plus intenses et des émotions qui sont très difficiles à contrôler. Si on s'intéresse aux troubles mentaux, on va voir, et psychologiques, pardon, on va voir qu'ils sont intimement corrélés avec le sommeil. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Quand on est déprimé, on dort moins. Quand on dort bien, on est déprimé. Et ça va être vrai pour plusieurs pathologies. Donc, des risques accrus d'anxiété, de dépression et d'irritabilité qu'on peut observer quand il y a des privations de sommeil. Maintenant, quels sont les éléments qui peuvent perturber le sommeil? L'environnement qui actuellement perpétuellement contre notre sommeil, pardon. Et c'est ce qu'on va voir. La première chose, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle va avoir un rôle très important dans le sommeil, et notamment via les précurseurs de la mélatonine. Donc, la mélatonine normale du sommeil, précurseur, ça veut dire que c'est des substances qui vont permettre qui vont être transformées en mélatonine. Et donc, le circuit de la mélatonine, en fait, ça va être le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on trouve dans l'alimentation, qui va être transformé en sérotonine, qui est une hormone en plus qui s'appelle l'hormone du bonheur, qui régule l'humeur, qui va être transformée en mélatonine. Et donc, du coup, si on n'a pas assez de tryptophane, on ne va pas avoir assez de substances pour pouvoir générer la mélatonine et perturber le sommeil. Donc, c'est important, et surtout le soir, d'avoir des aliments qui sont riches en tryptophane. C'est aussi vrai pour les vitamines et les minéraux. Et donc, du coup, on va retrouver dans le tryptophane, dans les viandes blanches, dans les produits laitiers, dans le chocolat noir. C'est pas important, mais c'est bien de prendre une cuillerée de chocolat noir le soir et de pouvoir avoir son apport dans ce nutriment. Il y a un autre élément qui perturbe le sommeil, c'est le stress. Donc, pour expliquer pourquoi on a un lien si fort entre le stress et le sommeil, je dois vous parler d'une hormone qui est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par la glande pinéale.
c'est un endroit de notre cerveau qui permet de générer d'ailleurs la mélatonine aussi. Donc, quand on est stressé, on va avoir une réaction normale du corps qui est de sécréter du cortisol et de l'adrénaline. L'adrénaline, ça va plutôt être pour répondre à un stress qui est aigu. Le cortisol, ça va être plutôt un stress qui est récurrent. Et donc, ces hormones-là, elles vont aller dans les vaisseaux sanguins et elles vont euh, accélérer plein d'autres fonctions. Il faut savoir que le stress est une réaction normale et qui est bonne pour notre corps. C'est pour s'habituer à un environnement qui n'était pas bon. Et donc, du coup, on va aller augmenter du coup, la consommation des nutriments et augmenter la pression artérielle quand il y a un événement stressant. On va aussi avoir des réactions comme de la sudation, l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation du rythme respiratoire. Et aussi, on va avoir une digestion qui est ralentie pour que le corps puisse se concentrer ailleurs. Et on va faire des tunnels attentionnels. On va être très concentré sur l'élément qui est stressant. Donc, cette réaction normale du stress, euh, elle est, euh, elle est perturbée ça va engendrer une perturbation sur le sommeil quand elle est chronique. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, elle est anticorrélée avec le cortisol. Le cortisol, donc l'hormone qui est sécrétée quand on est stressé, il va diminuer normalement tout au long de la journée et il va remonter pendant la nuit et ça va permettre de dire au corps que c'est le moment de se réveiller. Et donc, c'est un indicateur qui est normal et qui est classique. Si on a l'hormone du stress qui est plus haut toute la journée, ce qu'on va observer, c'est que au moment de la nuit, en fait, on va partir de plus bas et le cortisol va arriver plus haut, plus tôt, et donc va déclencher des réveils. Et c'est pour ça que quand on est stressé, on va être réveillé beaucoup plus tôt le matin. Et en fait, ça va réduire le temps de sommeil et on va aussi observer un sommeil de moins bonne qualité avec plus de réveils intra-sommeil. Il y a un autre élément qui perturbe beaucoup notre sommeil, c'est la lumière bleue. Je pense que vous avez tous entendu parler de la lumière bleue et du sommeil. Mais on ne sait pas toujours pourquoi. Et pour ça, pour introduire ce problème, je vais vous présenter du coup l'évolution de la lumière bleue au cours de l'histoire et ce que ça a pu impliquer sur notre système d'éveil. Au Moyen Âge, étant donné qu'il n'y avait pas de source lumineuse à part des feux de cheminée et des bougies, ben, en fait, ce qu'on observait, surtout l'hiver, c'était le sommeil biphasique. Pourquoi? Parce que ben, les personnes se calaient sur le soleil et en fait, ben, le soleil il couchait très longtemps en hiver et donc en fait, on observait des phases de sommeil en deux fois. Donc les gens, enfin, nos ancêtres, ils se couchaient plutôt la nuit et se réveillaient pendant la nuit pendant 2-3 heures et puis se rendormaient pour finir. Au moment de l'ère pré-industrielle, eh ben, on a vu l'apparition d'éclairages industriels, mais qui ne contenaient pas encore de lumière bleue. Donc, on avait les bougies aussi, mais aussi toutes les lumières incandescentes. Et dans ce cas-là, on n'avait pas forcément de perturbation du sommeil, mais on a déjà vu que la vie est devenue rythmée par des horaires et ne changeait pas en fonction des saisons. Et par contre, à l'arrivée de la lumière bleue, l'ère moderne, avec les LED, bah là, on a vu une perturbation du sommeil. On a perdu presque 1 heure et demie de sommeil en 150 ans de, d'histoire de l'humanité. Comment ça marche la lumière bleue? La lumière bleue, du coup, c'est une lumière qui est générée naturellement de base par le soleil. Et en fait, bah, c'est une lumière qui va être détectée par notre œil et qui va aller interagir directement sur la glande pinéale qui génère la mélatonine. Et donc, du coup, ça va être un phénomène d'inhibition. Donc là, on va inhiber les éveils qui vont permettre de favoriser, du coup, pardon, on va inhiber on va inhiber la sécrétion de la mélatonine qui, du coup, va inhiber le système de sommeil. Et ce qu'on voit, c'est que quand on va présenter de la lumière bleue à différents moments de la nuit, donc ici, c'est des graphes qui montrent la sécrétion de la mélatonine et les carrés, c'est la présentation de la lumière bleue, et ben, on va avoir des décalages de sécrétion de mélatonine. Si on présente de la lumière bleue pendant la nuit, donc typiquement, on se réveille, on regarde son portable la nuit, et ben là, on va décaler en fait la sécrétion de la mélatonine. On va être beaucoup plus fatigué le matin parce qu'à ce moment-là, il va falloir qu'on se réveille et ça va être compliqué. Si on présente de la lumière bleue le soir, on va décaler la sécrétion de la mélatonine vers le matin. Pareil, on va être fatigué le matin en se réveillant parce qu'on a encore beaucoup de mélatonine. Au contraire, si on présente directement la lumière bleue le matin, ben, en fait, on va décaler vers la gauche, donc vers la nuit, la mélatonine. Et donc ça va avoir un effet de mieux se réveiller. Donc ça peut être très bénéfique d'avoir de la lumière bleue le matin.
Et enfin, si on présente de la lumière bleue avant de s'endormir et au réveil, on va juste réduire le moment de sécrétion de mélatonine et réduire le temps de sommeil. L'effet délétère de la lumière bleue, il n'est pas forcément lié que à la substance, enfin, que à la lumière bleue, mais aussi par les choses qui sont générées, les outils qui génèrent de la lumière bleue, et c'est notamment les écrans. Et les écrans, la problématique, c'est pas forcément que la lumière bleue, ça va être les activités qu'on va retrouver. Et il y a une étude qui montre qu'il y a 90% des adolescents dans cette étude qui ont une association négative entre l'exposition aux écrans et la qualité de sommeil. C'est quelque chose qui est quand même assez étendu. Et ici, on se focalise sur les adolescents, hein, mais c'est vrai pour les adultes et pour les enfants aussi. Et donc, les mécanismes par lesquels les écrans perturbent le sommeil, ils sont multiples. On va avoir, déjà, on replace du temps de sommeil par du temps d'écran, parce qu'on n'arrive pas à arrêter d'utiliser l'écran, donc juste le temps de sommeil, et lui, le réveil, il se décale pas le matin. On va avoir une hyperstimulation émotionnelle et cognitive qui est liée à l'activité qu'on fait sur l'écran. Et ça, rappelez-vous, ça va stimuler les systèmes d'éveil et perturber le sommeil. Et enfin, bien sûr, il y a l'effet de la lumière bleue. Mais pour dire que c'est pas juste le fait qu'il y a un problème de lumière bleue, c'est pas en mettant des filtres de lumière bleue sur son écran qu'on va résoudre tous les problèmes. Et on voit que tous les écrans ne perturbent pas autant le sommeil, et ce, même s'il y a la lumière bleue sur tous, hein. Et on voit que principalement, ça va être les ordinateurs qui vont perturber le sommeil. Et viennent après le temps global multi-écran, le fait de pouvoir passer à de plusieurs écrans et d'utiliser plusieurs écrans en même temps. Et on va retrouver aussi les jeux vidéo qui sont assez proches, parce qu'il y a des activités qui sont hautement stimulantes. Et la télévision, c'est pas une activité qui est bien moins. Enfin, on entend souvent que la télévision, ça va parce qu'elle est plus loin des yeux et qu'on est plus passif. Effectivement, on observe moins de problématiques, mais ça reste quand même un outil qui est problématique en termes de sommeil. Maintenant, en pratique, comment on peut comprendre et agir sur le sommeil? D'abord, il faut comprendre que la grande problématique qu'on va avoir avec le sommeil, c'est la dette, c'est le fait d'en manquer. Donc, dès qu'on a une différence de 20 minutes avec son temps de sommeil, on va avoir une dette. Et donc, si c'est pas régulier, on va avoir une dette ponctuelle. Et si on a une dette chronique, là, on va avoir des effets qui sont comme en jet lag, quand on a un décalage horaire. Et on peut mettre jusqu'à 3 semaines pour récupérer d'une grosse dette de sommeil. Si on n'avait pas de dette de sommeil, ce qu'il faut comprendre, c'est on serait normalement capable de se réveiller sans réveil, si on avait vraiment suffisamment de temps de sommeil. Donc, si on utilise un réveil pour se réveiller, c'est qu'on n'arrive pas à être sur son optimal. Et donc, l'idée que je veux faire passer ici, c'est qu'il va vraiment être essentiel de se connaître pour savoir si on est en dette de sommeil ou pas et quelle est sa durée de sommeil idéale. Donc, pour ça, en zoomant sur le besoin des jeunes, il y a des échelles qui sont données pour chacun des âges, mais ça va dépendre de chacun de vos enfants. Si on regarde plutôt sur les enfants de 6 à 18, de 6 à 12 ans, on va observer qu'en général, le besoin est entre 9 à 10 de sommeil et que c'est hyper important parce que chez les enfants de 6 à 12 ans, on va avoir tout ce qui est la croissance physique, mais aussi bien sûr la consolidation de la mémoire qui est hyper importante à cet âge-là avec tous les apprentissages. Et aussi, c'est le moment où on a beaucoup d'émotions, donc avoir une régulation du bien-être émotionnel est très important à ce moment-là. Pour le sommeil des adolescents, c'est plutôt ce qu'on va observer entre 8 à 10 heures. Le problème, c'est que la majorité des adolescents, comme je vous l'ai dit, dorment moins de 7 heures. Et ça va être vraiment problématique parce que non seulement les adolescents ils vont avoir des problématiques liées aux écrans, mais deuxième chose qu'on va retrouver chez eux, c'est que physiologiquement, en fait, ils vont avoir un retard de phase. C'est quoi un retard de phase? C'est un décalage de la sécrétion de la mélatonine et ça, c'est vraiment lié à l'âge qui veut ça. C'est entre 10 et 20 ans pour les filles et 10 et 22 ans pour les garçons qu'on va observer un décalage du coup vers la droite, donc, qui sécrète de la mélatonine plus tard le soir et jusqu'à plus tard le matin. Donc ça fait que avec les rythmes qui ne changent pas, eux, qui vont se réveiller toujours à 8 heures, alors qu'eux, ils auraient besoin de se réveiller plutôt à 10 heures,
et ben, on va observer des problématiques de réveil. Donc, ça va être très dur de les réveiller le soir et ça va être très dur de les endormir le soir aussi, de les réveiller le matin, pardon, et très dur de les endormir le soir parce qu'ils ne sont pas fatigués, la mélatonine, elle n'est pas encore arrivée. Donc ça va avoir une conséquence, c'est qu'on va avoir un serpent qui se mord la queue, c'est que ils vont avoir un coucher qui va être plus tardif parce que sécrétion plus retardée, une augmentation de la pression de sommeil, de la privation de sommeil parce qu'ils ont moins de sommeil, une fatigue qui s'accumule, du coup ils vont faire des siestes, ils vont aussi essayer de consommer des substances qui vont les réveiller, donc là où c'est peut-être là où on commence le café, où il y a les sodas avec la caféine et les stimulants. Et donc du coup on va avoir des perturbations du sommeil qui font que le sommeil, le week-end, ils vont pouvoir dormir plus pour pouvoir récupérer. Et là, on va augmenter le décalage de phase et c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. Donc, je voulais voir avec vous la question de la grasse matinée pour les ados parce que souvent, on se dit que peut-être que ce serait bien de les laisser dormir si on en a besoin le week-end. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Parce qu'effectivement, on observe que chez les ados notamment, on va avoir un décalage naturel des heures de coucher et de lever parce qu'ils vont essayer de chercher physiologiquement ce qui correspond à leurs besoins. Et donc, on va avoir des décalages qui sont de 1h30 à 4 heures enfin, pas des décalages, pardon, des heures de sommeil qui sont augmentées de 1h30 à 4 heures le week-end. Et en plus, du coup, on va avoir des décalages. Donc, la question, c'est est-ce que vraiment on peut, est-ce qu'on devrait leur faire et laisser faire des grosses matinées? En fait, c'est pas si simple que ça parce qu'effectivement, on pourrait se dire que grâce aux grosses matinées le week-end, on va récupérer le manque de sommeil qu'on accumule pendant la semaine. Le problème, c'est qu'on va avoir le jet lag social qui va arriver, étant donné qu'on va avoir des rythmes qui sont beaucoup plus décalés le week-end que la semaine, et on va créer une fatigue chronique. Donc, l'idéal, c'est de effectivement laisser les adolescents dormir plus le week-end, mais essayer de ne pas dépasser 2 heures. La deuxième chose, c'est d'encourager l'exposition à la lumière naturelle le matin, même le week-end, et surtout le week-end. Parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que ils sont moins, la lumière a un peu moins d'effet chez les adolescents que chez les adultes. Donc ils sont encore, il faut vraiment les exposer à la lumière du jour pour augmenter leur vigilance. Et la dernière chose, et ça c'est le nerf de la guerre, c'est d'arriver à maintenir une certaine régularité sur les horaires de coucher entre le week-end et la semaine. Donc vraiment veiller à ce que les horaires de la semaine répondent aux besoins réels des adolescents, pour ne pas avoir trop de variations à la fois week-end. Une dernière fiche pratique, non, une avant-dernière fiche pratique que je voulais vous présenter, c'est les pratiques avec les écrans, et aussi pour les adultes, parce que c'est des pratiques qu'on va nous aussi avoir. Donc la première chose, en tant que là, plutôt enseignant, et même en tant que parent, c'est de sensibiliser sur les effets des écrans sur le manque de sommeil. Donc expliquer ce que je viens de vous expliquer sur la lumière, mais aussi sur les activités cognitives qui empêchent de dormir, pour donner ces informations aux gens. Donc informer aussi sur les effets, je viens de le dire, pardon, c'est les deux mêmes choses. Ensuite, on va avoir instauré des habitudes de sommeil et au plus tôt. C'est hyper important de mettre des rituels qui n'intègrent pas les écrans au moment des heures de coucher et avoir des heures de coucher qui sont régulières. On va limiter, voire le mieux, c'est interdire les écrans dans la chambre. Et donc, même en tant que parent, montrer l'exemple en sortant, en laissant les écrans en dehors de la chambre, en n'ayant pas la télé dans la chambre, pour ne pas encourager les ados et les enfants à les utiliser au moment du coucher. Il faut aussi considérer que le manque de sommeil, c'est un facteur de risque sur plusieurs choses, sur l'apprentissage, mais aussi sur le comportement et l'humeur, et intégrer ça dans l'interaction qu'on va avoir avec l'élève. Et la dernière chose, c'est que c'est quelque chose le sommeil, c'est quand même quelque chose qui est personnel, et je vous encourage à impliquer vos enfants et les élèves dans leur sommeil, déjà à se connaître. Donc, par exemple, d'encourager à faire des agendas du sommeil pour pouvoir vraiment savoir combien de chacun a besoin de dormir. Donc, faire un agenda du sommeil pendant le temps d'école, pendant le temps de vacances,
de voir le décalage, d'observer son sommeil et de bien se connaître et de donner le pouvoir aux enfants et aux ados sur leur propre sommeil. La dernière chose que je voulais partager avec vous est sur comment réguler le stress avant d'aller dormir, parce qu'on a vu l'impact que pouvait avoir le stress sur le sommeil. Alors d'abord, il faut donner l'information, expliquer comment le stress ça peut avoir un effet sur le sommeil, en expliquant que c'est normal que quand on est stressé, on se réveille plus tôt le matin, on a des perturbations du sommeil. La deuxième chose, ça va être de créer une routine qui est relaxante le soir. Donc toujours avec cette idée de rituel qui est hyper importante à mettre en place. Et là, on peut intégrer du coup des exercices de méditation, que ce soit d'écouter de la musique, de la lecture, c'est quand même idéal parce qu'en plus, il n'y a pas d'écran. Faut faire attention, souvent on va trouver qu'un bain chaud le soir, c'est une bonne chose. En fait, c'est pas tant une bonne chose que ça parce que ça va augmenter la température corporelle et ça va venir perturber l'endormissement naturel qui est lié à une température qui diminue. Une chose aussi à mettre en place, c'est d'encourager des techniques de relaxation. Parce que la cohérence cardiaque, par exemple, donc c'est quand on respire à une fréquence précise, c'est un exercice qui est hyper efficace pour favoriser l'endormissement. Il y a aussi des exercices qui sont résistants à la relaxation, à la respiration, de relaxation musculaire, des choses qui existent maintenant, des rollers qu'on peut passer sur les muscles et qui permettent aussi de détendre musculairement. Donc, passer peut-être sur cette notion-là de on se détend les muscles, en fait, on voit que ça favorise l'endormissement. Il faut aussi permettre d'avoir un temps d'expression des émotions pour éviter les ruminations qui peuvent arriver pendant la nuit, donc favoriser peut-être avant de coucher un temps d'expression de voilà, comment on s'est senti pendant la journée, quelles sont les problématiques émotionnelles qui sont arrivées, pour pouvoir justement libérer les enfants, les adolescents de ces questions-là avant d'aller dormir. Toujours réduire l'exposition aux écrans, parce qu'on l'a vu, les écrans vont perturber le sommeil, mais ça va aussi avoir un rôle sur le cortisol des écrans. Donc du coup, vraiment éviter, voire même interdire les écrans 1 heure au moins avant le coucher pour limiter l'excitation cognitive. L'avant-dernière chose, c'est d'aménager un environnement qui va être propice au sommeil. C'est hyper important d'avoir une chambre calme, sombre, fraîche, et de favoriser comme ça des endroits dans lesquels le sommeil va être, des endroits qui sont propices au sommeil. Il faut éviter les excitants en fin de journée pour éviter l'effet que ça va avoir sur la perturbation du sommeil. Il faut absolument prohiber le café après 16 heures et soda, sucre prohibé. Et même si on peut arrêter à 14 heures, c'est une bonne chose. Et enfin, pour réguler le stress et le sommeil, c'est de favoriser une activité physique régulière. Ça va avoir un impact parce que ça va permettre d'augmenter la pression au sommeil, de faire du sport. Par contre, éviter le sport intense en soirée. 3 à 4 heures avant l'heure du coucher, on ne devrait pas faire de sport intense. Je sais qu'avec les entraînements des enfants, ça peut être compliqué à mettre en place. Dans ce cas-là, il faut au moins prendre une douche qui soit pas trop chaude et qui permette de détendre un petit peu. Mais les entraînements qui sont trop tard le soir, ça va vraiment perturber le sommeil. Et je finirai là-dessus en laissant en fond cette petite infographie de l'Institut du sommeil et de la vigilance qui résume les conseils que j'ai donnés. Et comme ça, on peut les avoir en fond pendant le temps des questions. Et j'ai fini la présentation. Merci beaucoup, Emma, pour ta présentation. Vous pouvez dès à présent poser vos questions à Emma sur le sommeil, conseils pratiques ou plus d'approfondissement sur sa présentation. Donc, on vous laisse le temps de taper tout ça. Je te propose, Emma, de remettre ta caméra. Et puis, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous entendez mal. Ok, on va tester, que ce sera peut-être un peu plus interactif. Ah, donc, on a une première question. C'est une question sur le diaporama. Donc, je vais laisser peut-être. Antonina avait une question. Je te laisse poser ta question. Oui, donc peut-être pour lancer un petit peu l'échange, tu l'as évoqué un peu en filigrane tout au long de ta présentation, mais est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus dans le détail sur le rôle du sommeil et en particulier peut-être de la qualité du sommeil
par rapport à l'impact sur la santé mentale. Je sais pas, je pense à Mm. l'anxiété, par exemple, ce genre de choses. Oui. Mais du coup, enfin, le rôle principal du sommeil, ça va être enfin, principal. Un des rôles du sommeil, ça va être la régulation des émotions. Donc, euh, étant donné que les émotions vont être liées aux souvenirs, ce qui va se passer dans le sommeil, c'est qu'on va trier les souvenirs et on va rejouer des souvenirs avec des émotions. Et pendant le sommeil paradoxal, on va rejouer ces souvenirs avec des émotions qui vont être de plus en plus aléatoires. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir réactiver ces souvenirs qui vont être de plus en plus dénués des émotions avec lesquelles ils ont été encodés. On appelle ce processus enlever le manteau émotionnel des souvenirs. Ça permet en fait de garder en mémoire ce qui s'est passé dans notre journée, mais d'amoindrir l'impact émotionnel qu'ils vont avoir sur nous. Donc c'est pour ça qu'en général, si on se couche énervé avec un problème, bah, quand on se réveille le matin, on est peut-être un peu moins énervé à propos de ce problème. Donc ça a un premier rôle de régulation des émotions en traitant réellement l'association entre souvenirs et émotions. La deuxième chose, c'est que un mauvais sommeil, ça va faire que on va être moins enclin, enfin on va être plus irritable parce que tout va être plus coûteux cognitivement et énergétiquement. Et du coup, on va avoir du mal à prendre du recul et pouvoir plus vite s'emporter, plus vite être triste. Et donc, ça va avoir ce rôle de, enfin, un mauvais sommeil va, va impacter en fait sa capacité à interagir avec les autres. Et là, la dernière chose, du coup, c'est que quand on va avoir des problèmes de santé mentale qui sont liés notamment à l'anxiété, c'est qu'on va avoir en fait, comme je disais, un serpent qui se mord la queue, où on va avoir l'anxiété qui va perturber le sommeil à cause des phénomènes de la sérotonine qui baisse, le cortisol qui augmente. Et donc, du coup, en fait, on va être de plus en plus anxieux parce qu'on va avoir du mal à gérer ses émotions. Et donc, ça va accélérer du coup la dégradation liée aux troubles ou à la problématique de santé mentale. Est-ce que Merci beaucoup. dans Donc, ta question? j'espère que ça a pu répondre à votre question. Euh, Il y a une question qui demande, excusez-moi, je retrouve les questions, qui se posent sur les heures avant minuit sont-elles plus réparatrices? Est-ce que c'est une vraie information ou est-ce que c'est Alors, des tox? c'est euh, c'est une vraie information dans le sens où, effectivement, en général, avant minuit, c'est là où on fait le sommeil profond. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, on a une inversion entre des cycles entre le sommeil profond, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Donc, on a effectivement ces heures qui sont les plus réparatrices parce que c'est là où le corps se répare le plus, parce que c'est là où on fait le plus de sommeil qui est réparateur. Et en plus de ça, étant donné que c'est à ce moment-là où la mélatonine est sécrétée, bah, c'est là où en fait on prend le train du sommeil et si on loupe, bah, ça fait que ces heures-là ne sont pas forcément rattrapées en termes de mélatonine le matin, étant donné qu'on va avoir une baisse de la sécrétion de mélatonine le matin qui va être inchangée par rapport à son cycle d'habitude. Donc en fait, on va rater les 3 heures qu'on va pas dormir le soir, on va pas forcément les rattraper le matin. Donc, effectivement, c'est pour ça souvent qu'on dit que les heures avant minuit sont plus réparatrices. Merci pour cette réponse. Il y a une question très pratique qui est autour du jus d'orange ou des agrumes. Est-ce que eux-mêmes sont considérés comme excitants et donc à éviter au dîner car trop près de l'heure du coucher? Ben, c'est à cause c'est très sucré du coup les, enfin, les jus d'orange. Et en fait, avoir une grande consommation de sucre le soir, ça va être excitant et ça va du coup activer le système d'éveil. Donc effectivement, à éviter. Mais par contre, l'effet du jus d'orange le matin, effectivement, il y a de la vitamine C, c'est bien parce que c'est un précurseur du tryptophane. Mais c'est pas forcément éveillant. Enfin, il n'y a pas de substance dans le jus d'orange qui est éveillante. Donc c'est en plus pas très bon, étant donné que c'est très sucré le matin. Donc c'est pas à préconiser le matin. Mais à éviter le soir parce que c'est sucré. Ok, merci. Il y a une question autour des rêves. Est-ce que le fait de ne jamais se souvenir de ses rêves est révélateur d'un sommeil, de la qualité du sommeil de la personne?
Pas du tout. Pour le coup, le rappel de rêve, ça va plutôt être l'inverse, en fait. Parce que quand on a un sommeil de mauvaise qualité, on a plus de micro-éveils pendant le sommeil. Et l'encodage des rêves, le fait de s'en rappeler, c'est plutôt lié justement à la capacité du coup enfin, de les encoder pendant des périodes de micro-éveil. Donc, un sommeil qui est plus perturbé, c'est un sommeil dans lequel on se rappelle plus souvent ses rêves. Mais il y a des différences interindividuelles en fonction du rappel de rêve, en fonction d'à quel point on porte attention aux rêves, qui sont pas forcément liés à la qualité du sommeil. Merci beaucoup. Il y a une question autour du sommeil dans le cadre d'études qui peuvent être très prenantes, comme par exemple en médecine. Donc, il y a plusieurs questions. Quelles sont les heures de sommeil à privilégier et surtout quel minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre en Mhm. temps de sommeil? Et une autre question, est-ce que faire une sieste a un intérêt ou pas euh, pour mieux récupérer? Alors, si c'est des études de médecine, c'est des adultes. Les adultes en général, disent que en dessous de 7 heures de sommeil, c'est pas bon. Après, il y a des gens qui ont besoin de moins d'heures de sommeil que d'autres. Donc, encore une fois, pour moi, c'est essentiel de se connaître, de savoir combien de temps de sommeil on a besoin. Pour ça, je le rappelle, on peut faire un agenda du sommeil en vacances, notamment. Après 2 semaines, c'est bien parce que la première semaine, en général, on récupère de la dette. Et du coup, quand on sait le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, là, on peut savoir à partir de quelle heure il ne faut pas descendre. Parce qu'en général, c'est 20 minutes en dessous de cette heure-là, on est déjà en privation de sommeil. Enfin, de ce temps de sommeil-là, on est déjà en privation de sommeil. Ensuite, les siestes, c'est génial parce que ça permet du coup de rattraper du temps de sommeil qu'on a perdu la nuit. Les siestes, du coup, à 14 heures, en plus, c'est pas mal parce que c'est là où on a une propension à s'endormir. Et en plus de ça, pour la mémorisation, pour les études de médecine, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a des études ont regardé l'apprentissage avant et après une sieste, et on voit que dans les cas où les personnes ont dormi versus pas dormi, on a un meilleur apprentissage. Donc, les siestes sont vraiment à préconiser à l'infini. Super. Très bon à savoir que les siestes, c'est super. Oui, Euh, ça fait du temps de sommeil. Il faut voir que bah, on remplit toute la journée notre pression de sommeil qui s'accumule, et quand on fait une sieste, on vide un peu le seau qui s'est accumulé. D'accord, Donc, c'est une bonne chose. Mais pas des trop grosses siestes, parce que sinon, après, on va avoir la pression du sommeil qui est pas suffisante la nuit. Et bon, si vous arrivez à vous endormir sans problème et que vous faites des siestes, il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose, faites des siestes, ça veut dire que vous avez besoin de dormir. Par contre, si le fait de faire des siestes, ça décale l'heure de sommeil le soir, bah, c'est pas une bonne pratique. Dans ce cas-là, il faut faire des micro-siestes, 15-20 minutes, sieste flash. Est-ce qu'il y a un temps recommandé de sieste ou ça dépend des Ouais. personnes? Ça va dépendre des personnes, étant donné que, comme je viens de le dire, s'il y a un retard à cause de la sieste, de l'ordre de l'endormissement, c'est que c'est pas une bonne pratique. Donc, en gros, si on ne veut pas tomber en sommeil profond et qu'on veut faire une sieste légère, c'est 20-25 minutes de sieste. Et si on veut faire une grosse sieste, c'est bien de faire un cycle, donc en général 90 minutes. Et dans ce cas-là, c'est une sieste qui peut être réparatrice. Par contre, s'il y a une grosse privation de sommeil, bonne sieste, ça peut toujours être bon parce que dans tous les cas, la pression de sommeil va s'accumuler, étant donné étant donné qu'on aura fait une mauvaise nuit la veille. Donc, ça peut que être bon pour récupérer d'une nuit blanche ou d'une grosse privation de sommeil, de faire des grosses siestes. Ok, merci beaucoup Emma. Il y a une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse, sur les enfants TDAH. Mm. Est-ce que vous auriez des conseils sur les enfants TDAH qui ont souvent des difficultés d'endormissement, avec un sommeil qui peut être retardé et donc un réveil compliqué le matin? Alors, je ne connais pas le mécanisme qui impacte du coup le sommeil sur les TDAH. Du coup, spécifiquement, je ne pourrais pas donner de conseils là-dessus. Mais pour les conseils d'endormissement qui sont globaux et qui du coup peuvent s'appliquer aussi aux enfants qui ont un TDAH, et, enfin, c'est plutôt les problématiques les conseils que je donnais là sur la gestion du stress. Mais ça va être vraiment d'avoir des rituels de sommeil qui soient vraiment toujours similaires, enfin pas toujours similaires, mais en tout cas qui contiennent les mêmes composants
pour préparer en fait le corps à aller dormir. On commence le rituel, on sait qu'on va aller vers ça, avec des techniques de relaxation, de cohérence cardiaque, avec des jeux comme ça qu'on peut faire. Il y a plein d'applications qui existent avec, du coup, pas d'application, parce qu'il ne faut pas d'écran, mais en tout cas des outils qui permettent de contrôler la respiration, euh, des, euh, des moments aussi de lecture, de discussion, de parler des émotions qui peuvent être intéressants à mettre en place le soir, avant justement de passer au temps. Et il y a une chose importante aussi, c'est que il faut que la chambre et que le lit soient que pour l'endormissement, enfin pas que pour le sommeil. Il faut vraiment séparer les espaces et que quand on est dans son lit et dans la chambre, euh, en tout cas dans son lit, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des espaces séparés pour jouer avec le bureau, mais en tout cas quand on est dans le lit, c'est pour aller dormir et c'est pas pour y regarder la télé ou faire d'autres activités qui sont incompatibles avec le sommeil. Merci beaucoup. Euh, Avant de prendre une question qui sera un peu plus large sur l'éducation nationale, les horaires de l'école, je voudrais qu'on prenne le temps de répondre à une question pratique sur est-ce que c'est bien de dormir juste après avoir mangé? Le soir, du coup, enfin, c'est pas précisé. Oui, c'est-à-dire est-ce que c'est une bonne idée? J'ai pas de précision, mais j'imagine. L'idéal quand même, c'est que la digestion, elle est bien commencée au moment d'aller dormir. Donc, si c'est pour la sieste, euh, en général, étant donné que le creux postprandial, c'est juste après le repas, bah, en fait, ça va être là où on va favoriser l'endormissement. Donc, c'est une bonne chose d'aller dormir juste après avoir mangé, parce que dans tous les cas, c'est le corps, à ce moment-là, il va facilement s'endormir qu'à un autre moment de la journée. Ça, c'est pour la sieste. Pour le soir, il faut plutôt avoir, je dirais, au moins 1 heure entre la fin du repas et le moment d'aller s'allonger, simplement parce que bah, la digestion, il faut qu'elle se fasse et c'est mieux si elle se fait debout et pas allongée. Donc, essayer d'éviter ça. Mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais dans ce cas-là, faire un repas léger et pas trop gras, pas trop riche pour pas avoir mal au ventre tout simplement quand on va dormir. Et c'est pas bon non plus de mettre trop de temps, par contre, entre le moment du coucher et se nourrir le soir, parce que si on a faim, ça va réveiller. Merci. Alors, il est 19h. Si ça se va, Emma, on va encore prendre une ou deux questions. Mais du coup, Oui, pas de souci. ouais, parce que c'est super. On vous envoie quand même, pour ceux qui doivent partir dans le chat, un lien vers un questionnaire de satisfaction de ce webinaire et aussi qui vous permet de nous suggérer des futures thématiques. Donc, on est très friands et friands d'avoir vos retours et vos suggestions. Donc, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Voilà, ceci étant dit, donc on a une question qui n'est probablement pas simple à répondre, mais je la pose quand même. C'est y a-t-il des discussions avec l'éducation nationale pour du coup décaler l'horaire de début du cours au lycée afin de Mm. tenir compte du décalage de base dans la production de mélatonine chez les ados notamment. Oui, alors la problématique principale des horaires de l'éducation nationale, c'est que l'école, c'est mon opinion, et c'est l'opinion de quelques autres personnes aussi, mais pour moi, elle a été inventée pour pouvoir mettre les enfants à l'école pendant que enfin les horaires en tout cas, pendant que les parents travaillent. Et en fait, c'est les horaires qu'ont choisi la société et conviennent aux adultes. Et donc, du coup, par facilité et par commodité, bah, c'est va être les heures qu'on va utiliser pour les enfants. Je sais que ma directrice de thèse, Isabelle Arnulf, elle s'est rapprochée des personnes du ministère pour essayer de changer ça, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'on va réussir à faire bouger. En tout cas, pas maintenant, mais ce serait vraiment une bonne chose parce qu'effectivement, on n'est juste pas physiologiquement dans la fenêtre qui est bonne pour les enfants. Et encore plus pour les petits-enfants qui ont besoin de 10 à 14 heures de sommeil, qu'on réveille pour aller à l'école et qui sont très perturbés, enfin pas très perturbés non plus, mais c'est quand même très compliqué de réveiller les enfants à 7 heures ou à 6 heures pour pouvoir les emmener. Donc malheureusement, c'est des, c'est des choses qui sont poussées par les experts du sommeil, mais pas encore beaucoup d'écho auprès du gouvernement.
Merci Emma pour cette réponse, même si on n'a pas forcément la main sur tout, mais en tout cas, C'est c'est ça. très intéressante. Il y a une question qui rebondit sur ce que tu disais sur le fait Mhm. que le lit doit être Je recommence. Moi aussi, je suis fatiguée. Donc, il y a une question autour du fait que le lit doit être réservé au sommeil. Est-ce qu'il est tout de même envisageable, par exemple, de faire l'histoire du soir dans le lit? Ou est-ce que la lecture est considérée comme une activité stimulante, incompatible avec l'endormissement? Non, non, c'est une très bonne chose de la lecture, même dans le lit, parce que du coup, bah, la personne qui, bon, quand on commence le rituel, la personne qui lit, c'est les parents. Et donc, du coup, en fait, ça met déjà l'enfant dans cet endroit sécurisant, dans l'endroit où c'est qu'il va pouvoir s'endormir. Et du coup, il va pouvoir laisser le sommeil venir à ce moment-là. Et du coup, une fois que c'est l'enfant, enfin l'adolescent qui lit son propre livre, déjà, il y a cet héritage de ce rituel-là qui se met en place. Et la lecture, c'est une activité qui est complètement compatible avec l'endormissement et qui est très recommandée parce que effectivement c'est stimulant, mais pas du tout comme un écran, comme une activité cognitive qu'on pourrait faire dans le jeu vidéo. Donc, la lecture le soir, c'est une bonne chose. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des ados qui peuvent rester à lire jusqu'à 4 heures du mat parce que leurs livres sont trop passionnants, mais bon, ce sera quand même toujours mieux que d'avoir un écran dans le lit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma pour ta présentation et la qualité de tout le contenu que tu nous as présenté, de tes réponses. Je ne sais pas si tu vois le chat, mais il y a beaucoup de merci. Donc j'essaye de les transmettre. Voilà, on vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. On n'a pas de date, mais par contre, on a la thématique du prochain webinaire qui sera sur le trouble du spectre de l'autisme. Et la prochaine intervenante sera Gwendoline Decken, voilà, qui interviendra du coup en avril autour de cette thématique.